En 2023, l'artiste la plus écoutée au monde sur Spotify, c'était Taylor Swift. Et globalement, Taylor Swift est en train de tout rafler dans l'industrie musicale. Si vous ne réalisez pas bien son importance, laissez-moi rapidement vous en donner un aperçu. Taylor Swift, c'est 232 titres dans le Billboard Hot 100, 14 Grammy Awards et 52 nominations. C'est une tournée actuellement en cours de plus de 150 dates s'étendant sur 5 continents, chaque date écoulant ses billets en à peine quelques minutes. Mais ça ne s'arrête pas là puisque ça va bien au-delà de la musique. La tournée de Taylor Swift a contribué à relancer l'économie américaine cet été. On considère que sa parole pourrait influencer les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2024 et elle a été désignée par Forbes comme étant la 5e femme la plus puissante du monde après par exemple la vice-présidente des États-Unis. Rien que ça. Cependant, en France, Taylor Swift est connue, bien sûr, mais ce n'est largement pas représentatif du succès absolument colossal qu'elle rencontre aux États-Unis et dans le monde depuis des années. La preuve, alors qu'elle enchaînait les concerts à guichets fermés dans le monde, Taylor Swift n'est pas venue en France depuis 10 ans. Elle était passée en 2011 au Zénith dans le cadre de sa tournée mondiale, mais en France, il y avait des bâches pour couvrir les places vides du Zénith. Dernier exemple, alors que tous ses albums depuis son deuxième projet en 2008 sont numéro 1 dans le Billboard 200, Taylor Swift n'est devenue numéro 1 en France que pour son 10e album, Midnight, en 2022. Depuis, ça va un peu mieux, elle a réussi à sold out ses 6 dates en France, mais ça aura mis plus de 10 ans et surtout, sa fanbase n'est pas aussi grosse et dévouée qu'ailleurs. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ne rencontre-t-elle pas le même succès en France qu'ailleurs ? Et dans un deuxième temps, comment a-t-elle réussi à atteindre ce niveau de célébrité ? Eh bien, j'ai trouvé quelques éléments de réponse à ces questions. Je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, il y a une certitude, c'est que Taylor Swift, elle passe des heures et des heures en studio et peut-être que vous aussi. Et si c'est le cas, j'ai quelque chose pour vous. Ok, alors on pourrait croire que ce sont des boissons énergisantes, mais en réalité, c'est plutôt la révolution des boissons énergisantes. Mais vraiment, la marque s'appelle Oli et ils ont pensé à tout. Contrairement à l'écrasante majorité des boissons énergisantes, dans les boissons Oli, il n'y a pas de sucre et pas de taurine. Les boissons sont dans des pots, ce qui est beaucoup plus écologique que des canettes, parce que vous jetez un pot et pas 50 canettes. Mais là, je sais ce que vous vous dites, parce que je me disais la même chose. Est-ce que c'est bon en termes de goût? Eh bien, je suis archi difficile et une boisson en poudre, j'avais vraiment des doutes. Mais en fait, c'est insane, sinon de toute façon j'en parlerai pas. D'ailleurs, ma petite reco perso, c'est la Lyons Lemonade, suivie de très près par la Gorillaz Grape. Le gros plus, c'est qu'au niveau de l'effet énergisant, ils utilisent de la caféine cristallisée, ça donne un effet beaucoup plus long terme que le café et ça évite ce crash d'énergie du café. J'ai vu trop de gens en studio boire café sur café, vous le savez, mais buvez du Oli plutôt, c'est beaucoup plus bon pour vous et pour la planète. Si vous voulez tester, Oli propose des packs de découverte pour que vous puissiez découvrir tous les parfums. Il y a 2 fois les 7 saveurs dispo, donc ça vous fait 14 échantillons. Et les packs de découverte sont aussi dispo pour la gamme Iced Tea, parce qu'ils font de l'Iced Tea, et pour la gamme hydratation, notamment pour les gens qui font du sport. Moi, je vous donne le petit code de réduction avec l'OVI5, un pack vous revient à 14,99 ou à 19,99 avec un shaker. Le code s'applique automatiquement à la caisse, vous n'avez rien à faire. Merci encore à Oli pour le soutien. Retour à la vidéo. Pour comprendre pourquoi Taylor Swift n'arrive pas à fidéliser une aussi grosse audience en France qu'aux États-Unis et ailleurs dans le monde, il faut en fait comprendre comment elle arrive à le faire ailleurs. Quand on parle du succès d'un artiste, on parle en fait toujours d'une combinaison de facteurs. Ici, l'idée n'est pas de détailler la combinaison qui fait que Taylor Swift réussit aussi bien dans l'industrie, mais plutôt de parler de l'élément qui la différencie des autres pop stars. Parce que si elle rencontre autant de succès et plus de succès que les autres, c'est forcément que quelque part, elle fait les choses différemment. Et de prime abord, il faut avouer que ce n'est pas si évident que ça. Sa musique est bien produite, elle a particulièrement su se renouveler au fil des albums, elle a une voix assez incroyable, elle a des clips magnifiques, à très gros budget, son marketing est toujours maîtrisé, elle a une prestance scénique, ses concerts sont grandioses,
Mais ça, on pourrait le dire de n'importe quelle autre pop star. Ariana Grande, Miley Cyrus, Katy Perry, bref. Il faut donc aller plus loin. Et pour ça, il y a un article assez surprenant au départ qui nous donne un indice. L'Université du Texas propose un cours sur les chansons de Taylor Swift. L'article commence en disant littéralement que les textes de la chanteuse sont étudiés au même titre que ceux de Shakespeare dans un cours d'écriture littéraire. Ça peut paraître un peu déconcertant de se dire que des textes de musique pop sont étudiés à côté des classiques du XVIe et XVIIe siècle, et pourtant, en réalité, en se plongeant vraiment dans l'écriture de Taylor Swift, ça fait sens. En lisant les paroles de ces 10 albums, on se rend compte que ceux-ci sont en fait une sorte d'immense journal intime. Mais la singularité de ce journal, c'est que Taylor y allie 2 éléments. Elle donne des détails extrêmement spécifiques sur sa vie et ses sentiments, tout en réussissant à rester extrêmement universelle. Sa grande force, c'est d'arriver à nous faire ressentir ce qu'elle ressent. Elle le fait avec le sentiment de l'amour et les chansons de rupture, pour lesquelles elle est particulièrement connue, mais elle évoque aussi toute une palette de sentiments que tous les autres êtres humains ont un jour ressenti. L'envie de vengeance, comme dans l'un de ses titres les plus connus, Bad Blood, le deuil, comme avec le morceau Marjorie, la difficulté de vivre la bataille d'un proche contre le cancer avec Bigger Than the Whole Sky. Taylor Swift a le don, réellement, de mettre des mots sur des sentiments profonds et personnels, réussissant à nous toucher en tant qu'auditeurs. Vous pouvez ne pas aimer sa musique, vous pouvez ne pas aimer sa voix, il n'en reste pas moins qu'en lisant ses textes, vous vous reconnaîtrez forcément dans l'un d'eux. En fait, Taylor Swift est la boss finale du storytelling, l'art de raconter des histoires, ou plus précisément de raconter des histoires qui s'adressent à la fois au collectif, tout en parlant personnellement à chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas tout, parce que cette utilisation du storytelling a une conséquence directe qui impacte son succès et le dévouement de sa fanbase. Il vous est peut-être déjà arrivé d'écouter une musique, de vous concentrer sur les paroles et de vous dire « Waouh, c'est vraiment ce que je ressens ». Vous admettez alors que la personne qui a écrit ce texte ressent la même chose que vous. Et ça crée un lien. C'est une relation parasociale, un lien à sens unique qu'un fan tisse avec une célébrité, un personnage de fiction, une chanteuse ou même une personne lambda sur Internet. D'ailleurs, en parlant de personnes lambda sur Internet, si ça fait quelque temps que vous regardez mes vidéos, vous avez peut-être l'impression d'une certaine manière d'être proche de moi. Sauf qu'on n'est pas potes. Je suis désolée de vous le dire, moi je ne vous connais pas. Vous comprenez l'idée ? Bref, Taylor Swift, à travers ses histoires et grâce à son talent pour l'écriture, a réussi à créer une communauté extrêmement soudée qui se reconnaît dans ses textes et a l'impression de connaître d'une certaine manière la chanteuse. Mais encore plus fort, elle a su faire en sorte que cette communauté grandisse avec elle et donc lui reste fidèle, ce qui, dans une époque où les stars perdent en puissance, n'est pas une mince affaire. Taylor Swift partageait sa vision de l'amour et des relations humaines dans son tout premier album éponyme, alors qu'elle n'avait que 16 ans, et les histoires qu'elle y racontait parlaient à toutes les jeunes filles de 16 ans. Mais ensuite, ces jeunes filles sont devenues de jeunes femmes, et leur vision de l'amour et des relations humaines a évolué. Mais celle de Taylor aussi, et c'est ce qui lui a permis de partager encore des parties d'elle en restant, excusez-moi l'anglicisme, relatable auprès de cette même communauté de jeunes femmes. Et au final, Taylor n'a eu qu'une seule chose à faire pour fidéliser et faire grossir sa base de fans, c'est simplement être elle-même et réussir à retranscrire ses émotions personnelles à travers ses textes. Évidemment, comme je vous l'ai dit, on ne parle que du facteur storytelling, qui est l'élément profondément différenciant de Taylor, mais si on ajoute à ça les éléments extérieurs, comme le fait de faire une musique aussi accessible musicalement que de la pop, ou bien de maîtriser son marketing, avec par exemple l'utilisation d'easter eggs, fait pour fidéliser encore plus et même affoler ses fans les plus fidèles, on comprend comment Taylor Swift est devenue une chanteuse aussi appréciée à l'étranger. Mais dans le même temps, on comprend aussi pourquoi elle n'arrive pas à trouver la même résonance en France. Simplement parce que pour que son storytelling fonctionne, pour que ses paroles touchent des gens, il faut que les gens comprennent ses paroles. Or, ça fait plusieurs années qu'on voit passer ce genre d'articles.
Au vu du niveau d'anglais moyen d'une personne habitant en France, une majorité des Français passent complètement à côté de ce qui fait que Taylor Swift marche si bien aux États-Unis, mais aussi dans tous les pays anglophones. C'est donc probablement pour ça, aussi bête que cela puisse paraître, qu'ici, elle est vue juste comme une pop star comme les autres et qu'elle met autant de temps à créer et à fidéliser une fanbase comme elle le fait aux États-Unis. Ok, bon du coup, on a un élément de réponse à la première question. Maintenant, avoir un immense talent pour l'écriture de musique, ça peut en effet, combiné à plein d'autres facteurs, vous aider à devenir l'artiste le plus écouté du monde sur Spotify. Mais est-ce que c'est uniquement grâce à son écriture que Taylor Swift arrive à perdurer aussi longtemps et à retourner l'industrie musicale tout entière? Je ne pense pas. Bon, en fait, je vous ai un peu menti en intro. Je vous ai dit que j'avais des éléments pour répondre aux problématiques de la vidéo, sauf qu'en réalité, je n'ai qu'un seul élément. Je vous l'ai donc déjà partagé, il s'agit du storytelling. Mais à mon sens, c'est encore lui qui fait que Taylor Swift arrive à ce niveau de célébrité. Sauf que cette fois, ce n'est pas sa manière d'écrire des musiques qui la différencie des autres et qui la rend plus populaire que tout le monde. Cette fois, c'est sa manière d'écrire elle-même sa propre histoire, de maîtriser son propre récit. Selon le Larousse, la réputation de quelqu'un est la manière dont quelqu'un est connu, considéré dans un public, ou encore c'est l'opinion favorable ou défavorable du public pour quelqu'un. Le jeu de la réputation, c'est un jeu dangereux, et c'est quelque chose sur lequel les personnalités publiques n'ont pas totalement le contrôle. Une personne extérieure peut salir votre réputation et l'entacher à jamais. Et c'est ce qui va arriver à Taylor Swift en 2016, et ça va vraiment faillir détruire sa carrière. Sauf que bien sûr, ça ne va pas être le cas, justement parce que Taylor Swift est maîtresse de son propre récit. Laissez-moi vous raconter. Bon, Kanye West et Taylor Swift, ça n'a jamais été une histoire d'amour incroyable. Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Les tensions s'étaient calmées entre eux depuis, sauf qu'en 2016, Kanye va sortir un single, Famous, dans lequel il proclame « J'ai l'impression que Taylor et moi pourrions coucher ensemble, j'ai rendu cette célèbre ». Kanye déclare que Taylor Swift lui avait donné l'autorisation d'écrire et de publier cela, Taylor nie, et là, Kim Kardashian, la femme de Kanye, rentre dans l'histoire et affirme « Taylor avait bel et bien donné son autorisation, elle se rétracte pour jouer la victime ». Et le public va se ranger du côté de la famille West. À partir de ce moment-là, Taylor Swift va recevoir des vagues et des vagues de haine. Le monde entier, sauf la France du coup, va se mettre à détester Taylor Swift, à la traiter de victime et même de serpent. Alors ici, on ne va pas s'attarder sur le fond de l'affaire, qui a raison ou qui a tort, parce que dans tous les cas, le mal est fait, et la carrière de Taylor est sérieusement en péril à ce moment-là. Ça, la pop star, qui est déjà alors très connue, le comprend et décide non pas de répliquer et de s'engoncer dans l'affaire, mais plutôt de disparaître. Durant 1 an, on ne va plus entendre parler de Taylor Swift. Et puis, le 10 novembre 2017, elle va revenir avec un 6e album, Reputation. Reputation, c'est l'album le plus audacieux et le plus grunge de Taylor Swift à ce jour. Elle revient avec l'image de serpent que lui a donné le public 1 an plus tôt. Elle casse complètement cette image de fille modèle qu'elle avait minutieusement construite durant des années au fil de ses albums précédents. Cet album évoque la vengeance, mais aussi la maturité qu'a acquis Taylor Swift, qui souhaite de nouveau s'imposer dans l'industrie musicale. Pour illustrer ça avec un exemple, l'un des premiers titres de l'album est I Did Something Bad, où elle écrit dans le pont « Il brûle toutes les sorcières, même si tu n'en es pas une ». Cette phrase fait directement référence au drama dans lequel elle avait été poussée avant son départ et le fait que malgré son innocence, elle ait été catégorisée comme une sorcière. C'est un titre fort, une réponse provocante à tous ceux qui ont essayé de la détruire.
Cet album sera un succès et la carrière de Taylor Swift sera de nouveau relancée. Là où la plupart des artistes auraient perdu au moins une partie de leur succès dans le drame, Taylor a su tourner à son avantage la mauvaise presse due à sa réputation et continuer d'écrire son histoire à travers ce que des personnes extérieures tentent de lui faire subir. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Plein d'actes de Taylor ont montré que c'est elle qui écrivait et montrait son histoire aux gens, et même à l'industrie, et pas le contraire. On peut penser à son combat contre l'industrie de la musique, sur lequel Seb a déjà fait une vidéo, où elle s'est battue au nom de tout le monde pour avoir les droits de sa musique, ou encore à Blank Space, un de ses plus gros titres qui n'était en fait aucune réponse, encore une fois, à la réputation que lui donnaient les médias à l'époque. Bref, le storytelling de Taylor Swift ne se résume pas au texte de ses albums, mais plutôt à l'écriture globale de sa vie. Rien ne pourra arrêter Taylor Swift tant qu'elle aura une telle maîtrise de son image. Pendant que le monde scrute son histoire, Taylor Swift, elle, est occupée à l'écrire. Un grand merci à vous de m'avoir écouté. C'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.